messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans un environnement familier ici à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. Alors, quand on voit ce stade dont la pelouse a été souvent décriée, dont les sièges se dégradent, et ce qui se fait ailleurs en Afrique, on se dit que ce n'est pas demain la veille que le Sénégal va organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, nous parlons donc de la CAN. Côté infrastructure, organisation, également engouement, on aura noté que les sièges des stades n'auront pas été remplis durant cette CAN, notamment en Guinée équatoriale, un mal récurrent à mesure que les CAN se succèdent en Afrique. Quel bilan tiré de cette 28e édition de Coupe d'Afrique au plan du jeu proposé? Voilà différentes questions auxquelles nous essaierons de répondre avec notre invité du jour, Vieux Dabo, vice-président de l'ANPS, également journaliste, qui aura suivi avec nous à Bata et à Libreville cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la question qui nous est souvent posée depuis notre retour, qu'est-ce qui s'est passé à Bata? Qu'est-ce qui explique l'échec des Lions du Sénégal? Nous n'aurons pas forcément des réponses efficientes, mais nous pourrons avoir toujours des pistes de réflexion durant cette émission. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Voilà, amis téléspectateurs, nous nous retrouvons en compagnie de Vieux Dabo, je le rappelais, vice-président de l'ANPS, confrère qui a également vécu cette CAN comme nous à Bataille et Libreville. Vieux, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi comment vous avez apprécié les stades que vous avez vus à Bata et à Libreville. C'est un véritable régal de se retrouver en tant qu'acteur dans un outil de travail, parce que pour moi le stade c'est un outil de travail, pour le journaliste c'est un outil de travail, pour le sportif qui pratique, c'est un outil de travail pour le public qui vient adhérer comment dirais-je, au spectacle. Ce qu'on a vu là-bas c'est hallucinant, franchement, c'est des stades très modernes. On sent que les États ont mis en œuvre une bonne politique d'infrastructure pour doter le pays de stades magnifiques. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le centre de presse que j'ai découvert à Libreville, qui était aux normes vraiment de ce qui se fait de mieux dans le monde, aux normes FIFA. Parce que montez sur le site de la CAF, vous verrez que les journalistes présents à cette CAN ont signé un satisfecit en disant que cette infrastructure est digne de ce qui se fait à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est au mérite du chef d'État gabonais qui a compris que le sport compte tout comme l'agriculture, tout comme la politique ou n'importe quel autre. Le jour où on arrêtera de prendre le sport pour du loisir, je pense que ce jour-là on pourra concurrencer et être à la même hauteur que les autres. Justement, on se rend compte que certains pays profitent de l'organisation de cette CAN pour se doter en infrastructure et une ville comme Libreville n'a pas échappé à la règle également. On a vu un magnifique stade là-bas également. Absolument. Ça, Issa Hayatou, en présence de Blatter, l'a réitéré dans une conférence de presse en disant qu'on organise la Coupe d'Afrique pour développer la politique infrastructurelle au niveau de l'Afrique. Les pays qui organisent doivent avoir au moins 4 stades compétitifs. Donc ils peuvent en avoir 10, 12, 13, ça dépend de la surface financière réservée au sport dans ces pays. Donc je pense que c'est une bonne stratégie que d'aider les pays dans ce sens. Alors, nous avons parlé de la Guinée équatoriale, il y a également le Gabon qui, tenez-vous bien, Vieux, a investi pas moins de 400 milliards de francs CFA pour organiser cette Coupe d'Afrique en ce qui concerne les infrastructures, les stades, les routes et bien sûr les hôtels. Alors, quand on regarde ça, l'évolution des pays africains et qu'on voit ce qui se passe au Sénégal, on se demande est-ce qu'un jour on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations? Manfatou, il ne faut pas se voiler la face, ce que le Gabon a fait. On est dans un stade, le dernier stade construit de ce pays, on est dans ce stade en ce moment. Et ça remonte à 30 ans à peu près. Le stade a été inauguré en 1985. Donc 30 ans déjà, on est dans le dernier stade construit du Sénégal. Évidemment, on va me parler des stades chinois, des stades départementaux. On est en train d'étaler du plastique, du caoutchouc partout et on demande à jouer du football là-dessus. Je pense qu'on s'amuse. Le projet de construction des stades chinois, c'est digne des stades de quartier, mais pas pour prétendre à une compétition sérieuse. Je vais faire une petite digression pour dire que le mépris, je dois l'appeler comme ça, le mépris
des autorités politiques de ce pays vis-à-vis du sport. Ils sont dans les dispositions de retirer les dividendes des résultats. Mais quand il s'agit de faire une projection rationnelle, je pense que personne ne répond aux normes. Vous suivez la campagne électorale depuis le début. Quel est le programme sportif d'un seul candidat? Quel est le candidat qui a tenu un discours à l'électorat sportif? On ne fait pas moins de 1 million à tout casser, les sportifs de ce pays. Il y a plus de 5 millions de sportifs. Donc probablement un peu plus d'1 million d'électeurs. Mais il n'y a pas un discours cohérent. Il n'y en a pas du tout qui parle de politique sportive. Les assises nationales, qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, doter chaque département d'un stade. Ça, c'est chimérique. On n'a pas besoin de ces stades. Ces stades ne nous permettront jamais d'organiser une Coupe d'Afrique. Il faut des stades d'envergure internationale. Mais est-ce que le fait peut-être un jour de postuler à la candidature pour organiser la CAN ne va pas nous obliger à nous doter d'infrastructures? Parce qu'on n'aura pas le choix. Encore faudrait-il en avoir la vision. Encore faudrait-il en avoir la vision, c'est cela que je viens de dire. Nos autorités n'ont aucune vision, en tout cas futuriste, du sport. Le sport est toujours conçu ici comme étant une période de campagne à gérer. Le Sénégal est qualifié en Coupe d'Afrique. Comment faire pour mobiliser 3 milliards? C'est du bruit entre le ministère et la fédération. Mais établir un programme, se dire, bon, voilà ce que nous allons faire dans 10 ans. Et qu'on se donne les moyens de le faire, je pense que cela n'existe que dans les tiroirs des décideurs. Tout à fait. Cas pratique, vieux Dabo, on vient d'assister à l'arrosage de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor et vous me rappeliez tout simplement que en Allemagne, à Hambourg plus précisément, le jardinier le fait par ordinateur. Ici, c'est un peu, voilà, autant de litres que de pelouse. J'ai les images encore. J'ai eu la chance de visiter le Stade de France. J'ai eu de visiter dans tous les coins et recoins du Stade de France. J'ai eu cette même chance de visiter le stade de Dortmund. J'ai vu, on a discuté avec le jardinier. Son arrosage, il le fait en fonction de la surface, en fonction de la fréquentation de la surface du terrain. Il nous a dit que, écoutez, pour arroser un stade de football, il y a des calculs à faire. Je n'ai pas besoin de la même quantité d'eau au point de corner, contrairement au rond-point central où la fréquentation est énorme. Et la profondeur des racines du gazon aussi est déterminante sur la qualité. Il faut en moins. Je ne suis pas jardinier, j'ai discuté avec les jardiniers. Bien sûr, mais bon, vous êtes journaliste. Voilà, vous recueillez les informations. m'a poussé à savoir la profondeur normale du gazon, c'est au moins 25 cm en profondeur. Mais revoyez ce couvert végétal. Je ne l'appelle pas gazon, moi. Je l'appelle couvert végétal. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont concentrées au mètre carré ici. C'est de l'herbe que je vois, c'est pas du gazon. Alors, donc, juste pour dire à leurs vieux qu'il ne suffit pas de parler ou alors de se voir plus beau qu'on est, il faut travailler. Et dans les autres pays africains, nous avons eu à le noter, franchement, il y a de belles infrastructures, il y a de beaux stades. Et la question, on va la reposer, est-ce qu'un jour le Sénégal en arrivera à ce point? Normalement, oui, il suffit juste d'une grande volonté politique. Alors, vieux, nous allons aborder le deuxième point pour parler un peu de ce bilan de la CAN, à savoir quand même un point noir, l'absence d'affluence dans les stades. Et à ce propos, le président de la CAF a une théorie très simple, même parfois simpliste. Aucune force ne peut obliger les gens à aller dans les stades. Nous allons écouter son point de vue. Qu'est-ce que la CAF peut faire? Nous sommes comme vous. Nous voulons bien que le stade soit rempli à tous les moments, mais on n'a aucune force. Aucune force au monde ne peut aller dans les maisons dire aux gens allez au stade. Malgré la qualité du football que nous avons, que les équipes ont déployé ici, malgré tout, mais vous savez que particulièrement en Afrique, ça doit être la même chose en Europe. Ça doit être la même chose en Europe. Quand une équipe d'un pays organisateur est éliminée, l'enthousiasme tombe tout de suite. L'enthousiasme tombe. Et c'est pour ça que tant que ces équipes-là étaient là, on avait toujours le terrain plein. Du moins quand elles jouaient. Dans d'autres stades, c'est un peu moins. Mais quand elles jouaient, le terrain était plein. La capacité était complètement full, comme on dit. Mais à partir du moment où ils sont éliminés, le peuple est, comment dire, déçu. Ne vient pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est ni le pouvoir politique, ni la police, ni la CAF, ni vous les journalistes. Vous pouvez drainer ces gens-là dans les stades. Il faut être réaliste. Ceci dit, il va falloir peut-être à l'avenir essayer de voir les voies et moyens pour pouvoir pallier à l'absence de cette population en faisant peut-être appel aux enfants des écoles. Et une fois même encore, l'Égypte avait fait venir à l'une des Coupes d'Afrique des Nations, je crois, des militaires qu'ils ont payé pour faire venir. Mais la presse a critiqué en disant que ce n'est pas des spectateurs, comme si les militaires n'étaient pas des hommes.
Alors, Vieux, c'est peut-être l'une des grandes tares de cette compétition continentale. Les supporters ne se déplacent pas quand leur équipe ne joue pas. Oui, moi, avant la Coupe d'Afrique, quand on a fait le tirage au sort, j'ai eu à faire une contribution qui est parue dans certains journaux de la presse. Je m'inquiétais un peu par rapport à la fréquentation des stades, compte tenu de la démographie même de ces peuples, de ces villes. De ces oui. La Guinée équatoriale plus le Gabon réunis ne font pas 4 millions d'habitants. Parmi lesquels il faut extraire la tranche d'âge qui n'a pas la possibilité d'accéder au stade. Je veux parler des personnes âgées, je veux parler des personnes occupées ailleurs, et je veux parler des personnes qui ne sont pas dans les villes concernées par les compétitions. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont quand même réussi leur CAN. Parce que chaque fois que leur équipe nationale joue, les stades sont soit remplis soit remplis aux trois quarts. Ce qui les intéressait, c'est cela. Ils ont su développer un discours qui a porté sur la fibre patriotique. Donc pour eux, ils sont concernés que par leur équipe nationale. Mais cela n'intéresse pas forcément l'organisateur qui est la CAF. Ce qui l'intéresse, c'est les droits de retransmission. On a vu que pratiquement toutes les télévisions du monde étaient là-bas et que la CAF n'a pas encore tenu son bilan par rapport à cela. Mais je sais que c'est clair qu'ils n'auront pas à se plaindre par rapport à la couverture de cet événement. Mais par rapport à l'engouement, on constate quand même que ce n'est pas un problème nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'ordre économique? Quand on voit des compétitions internationales comme l'Euro, la Coupe du Monde, des populations se préparent sur une année pour pouvoir se déplacer dans un autre pays. Bon, les Africains n'ont pas forcément aussi ces moyens-là pour pouvoir accompagner leur équipe en dehors des comités de supporters classiques. Oui, je pense que c'est une question de culture sportive. La Guinée équatoriale n'est pas réputée pour être un pays de sport. Sinon, qui connaissait un grand athlète de ce pays, si ce n'est à partir de l'exploit des langues nationales? C'est valable un peu pour le Gabon qui, depuis ces 5 ou 10 dernières années, est en train de lever la tête par rapport à la chose sportive. Mais organiser une CAN au Maroc, par exemple, organiser une CAN en Égypte, par exemple, organiser une CAN en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est une question de culture sportive. Donc il faut un début à chaque chose. La CAN suit son cours depuis certains temps. Il faut être très riche, il faut avoir du pétrole pour pouvoir organiser la CAN. Il ne suffit pas de remplir les stades seulement. Voilà un point qui nous est encore défavorable. Le Sénégal n'a pas de pétrole, donc du coup peut-être qu'on ne va pas l'organiser. Mais on a quand même notre dynamisme, le 12e, 13e Gaïndé. Je pense que si les décideurs nous accompagnent, on doit organiser ça. Très bien. Alors on aura remarqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que les Gabonais ont été beaucoup plus accueillants, contrairement aux Équato-Guinéens, comme vous le disiez, qui n'ont pas vraiment cette culture footballistique. Mais en attendant, à Bata, on sent une ville qui est quand même en train d'émerger, qui déploie ses ailes. Et nous allons nous en rendre compte de visu avec cet ingénieur sénégalais qui s'appelle Mor Sarata Koumé, qui a pris part à plusieurs projets de construction dans la capitale économique de la Guinée équatoriale. Ici, c'est la tour de la liberté de Bata, qui a été construite dans l'enceinte de la promenade de Bata. Donc, sur l'initiative du président de la République, qui voulait un monument qui donne de la vie à la ville de Bata. Donc, nous avons pensé concevoir cette tour qui a une hauteur de 70 mètres environ. Et à 50 mètres de hauteur, nous avons un restaurant panoramique, donc, qui est un monument vraiment attractif, qui fait le plaisir de tout un pays. Moi, je suis ingénieur conseil et en même temps contrôleur auprès de l'État. Donc, nous avons suivi le projet en amont et en aval. Donc, c'est-à-dire nous avons participé à la validation du projet, à la mise en œuvre de tout ce que vous voyez là. Donc nous avons contrôlé ce projet des fondations jusqu'à la remise des clés. Donc en fait en Guinée équatoriale c'est comme ça la loi. Donc si vous faites un projet, il faut un ingénieur conseil, il faut un bureau de contrôle. Donc j'ai eu la chance de représenter le cabinet d'ingénieur conseil et le contrôle technique. C'est la fameuse promenade de Bata qu'on appelle communément Paseo maritime de Bata, c'est le nom. Donc qui s'inspire un peu de la Rambla de la place à Catalunya à Barcelone, si vous avez visité Barcelone. Donc il y a une grande promenade qu'on appelle la Rambla.
Donc à peu près c'est 4 tranches, non 5 tranches si je ne m'abuse pas, 5 tranches de à peu près 8 km chacun. Donc il fait également une belle merveille pour le pays. Ce centre média, on l'appelle communément le complexe sportif de Bata. C'est le nom du projet, le complexe sportif de Bata, qui abrite un hôtel qu'on appelle l'hôtel de la Fédération, une grande salle gymnase, également on a une piscine, donc un grand complexe sportif pour accueillir vraiment des Jeux olympiques à la taille des Jeux olympiques. La piscine, je me rappelle quand on l'a conçue, on s'était mis dans la tête que la Guinée peut-être un jour devrait abriter les Jeux olympiques. Donc c'est une piscine qui a été normalisée pour abriter les Jeux olympiques. Le stade de Bata également, j'ai participé à la réalisation. Bon, ce stade a une particularité parce que c'était un stade existant fait par les Chinois à l'initiative. Donc c'était un stade de 15 000 places. Donc, vu que Bata est plus grand que Malabo, donc nous avons pensé faire une surélévation de 35 000 places. Donc, on est passé de 15 000 à 35 000 places. Donc, comme la structure existante, on ignorait complètement ce qui s'est passé dans la structure existante, nous avons proposer au gouvernement de faire des fondations indépendantes pour abriter les nouveaux gradins que vous voyez. Moussa sa waay naka mu waaw mais nice ñoo ngi doxal justement match bi demee marié contre célibataire xanaa di nga ñëw jàpp si attaque bi sa waay loolu dana jafe dama war a fajaru suba fay sama facture waaw ak rang bu metti bii yàlla rek a xam kañ laa fay jóge xanaa yow yëgoo li xew si dëkk bi ak espace service ATPS coono rang wàcc na la espace service ATPS waaw loolu mbaa wóor na bañ a wóor kay moo la lii mooy espace service ATPS ak seen service yónni ma daal jox leen sa facture ñu fayal leen la ko ñooy gérer lépp gaaw yomb te noppale la def deena jàppal ni am nga néew bu saf sàpp suba. Pour plus d'infos, appelez au 33 869 31 30 ou se connecter sur www.atps.sn. Espace service ATPS. Simplifiez-vous la vie. Dernière partie de cette émission Vieux pour parler de jeu. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'équipe qui aura le mieux joué durant cette CAN qui l'a remporté, la Zambie? Oui, absolument. La Zambie a fait preuve de beaucoup de talent. La Zambie a fait preuve de beaucoup d'envie. La Zambie a fait preuve de beaucoup de disponibilité. Ils ont développé un jeu. Avant de gagner cette Coupe d'Afrique, la Zambie a sorti une équipe qui s'appelle le Sénégal avec sa pléiade de stars. La Zambie a également sorti le Ghana qui est un favori et la Zambie s'est imposée à la Côte d'Ivoire. Donc 3 des grands favoris de ce tournoi sont passés à la trappe face à la Zambie. J'ai vu une équipe très modeste de la Zambie du point de vue comment dirais-je, sur la liste de composition, etc. Mais j'ai vu une équipe qu'on peut nommer valablement une équipe, qui s'est comportée en équipe, dans le terrain, en dehors du terrain, avec un niveau de solidarité excessif. Il y a une image très forte après avoir gagné les tirs au but. Vous avez vu cette équipe de la Zambie? Au lieu de jubiler, elle a pensé d'abord à se rassembler, à se recueillir d'abord. Ça veut dire qu'ils sont venus avec quelque chose dans le ventre. Tout à fait. Le discours de l'entraîneur, il n'a pas cherché loin. Il a seulement si touché à l'orgueil de ces Zambiens qui se sont vus dans une posture d'injustice qu'il faut rétablir. L'histoire a voulu que, coïncidence pour coïncidence, la fibre émotionnelle a été bien agitée. L'incident, c'était, on disait, contre le Sénégal. Donc, ils ont gagné le Sénégal. Et ils ont gagné le Sénégal là où l'avion a craché, c'est à Libreville. Et en finale, ils ont rencontré qui? Là où le match a été décalé, en Côte d'Ivoire. Donc, ils avaient une force intérieure terrible. Et dans le jeu, ça se faisait voir. D'autant plus que ce n'est pas des manchots, vous m'excuserez du terme, c'est une équipe très technique, très solidaire, très vive. Alors, Vieux, pour les statistiques, on notera que les filets ont tremblé à 76 reprises durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la moyenne de buts par match est de 2,37, inférieure quand même à celle de 2010 et très éloignée de celle de 2008 avec 3,1. Et on va parler justement de l'une des grosses déceptions de cette CAN. On espérait que les attaquants sénégalais allaient marquer beaucoup de buts, ça n'a pas été le cas. 3 buts marqués en 3 matchs, 6 encaissés. Et là, on va parler de cette fameuse question qu'on n'arrête pas de nous poser. Qu'est-ce qui s'est passé à Bata? Pourquoi le Sénégal
l'équipe du Sénégal n'a pas bien joué, en tout cas n'a pas été à la hauteur. En fait, Mamfatou, on a laissé l'équipe à Dakar. Je veux dire, on est parti à la CAN avec des Sénégalais qui n'avaient pas envie de jouer et qui, dans le jeu en tout cas, n'avaient pas envie de mouiller le maillot, ou alors qui étaient dépassés par les événements. Donc ils sont montés sur le grand chevaux, ils étaient sur un nuage après avoir traversé leur poule en éliminatoire. Ils pensaient que la Coupe d'Afrique est déjà aux abords de Dakar, il fallait juste tendre le bras pour l'amener. Mais la CAN, c'est une autre chose, c'est un autre type de comportement qu'il faut avoir. Moi je pense que le discours, il n'était pas d'abord sur le terrain. Parce que le joueur, avant qu'il ne soit sur le terrain, il faut qu'il soit émotionnellement chargé dehors. Il faut qu'il soit conscient de la mission qui l'attend. Et ça, c'est le discours de l'entraîneur dans les vestiaires, à l'hôtel, qui doit charger ces éléments. Donc, il n'était pas mentalement armé. Dembaba, personne ne doute de ses talents de footballeur. Tout comme d'ailleurs Khadim Ndiaye, personne ne doute de ses talents de gardien de but. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'on ne me dise pas que c'est le marabout qui a travaillé contre cette équipe. C'est faux, je m'insurge en faux par rapport à ça, et c'est une explication évasive et vouloir fuir le débat. Le débat, je pense que il faut aller le chercher au niveau du mental des joueurs. J'ai eu la chance de jeter un coup d'œil sur certains rapports qui ont été déposés à la fédération, mais j'avoue que je ne suis pas surpris. Je ne suis quand même pas surpris de voir un rapport de cette qualité. Je m'attendais à autre chose, à d'autres types d'explications pour permettre à... D'accord, le rapport était en deçà de ce que vous attendiez, c'est ce que vous voulez dire? Je n'étais pas déçu d'avoir un rapport pareil, compte tenu du niveau d'évolution de notre équipe. Le rapport, c'est un compte-rendu plat qu'un élève de CM2 peut faire. Demandez à un élève qu'est-ce que vous avez vu pendant la CAN. Ce qu'il dira, c'est ce qu'il y a dans le rapport. Il n'y a aucune approche technique qui me permette de me projeter par rapport à ce que j'ai vu. D'accord. Donc même l'explication qu'on cherche peut-être chez les responsables, en tout cas ceux qui ont eu à diriger, on risque de ne pas l'avoir, si je comprends bien. Je ne crois pas. Les rapports que j'ai eu à voir, en tout cas, ne me rassurent pas du tout. Et je pense que, si vous me permettez, c'est de dire qu'on a encore du chemin à faire. Tout à fait. La réussite, c'est dans le terrain et c'est en dehors. Je veux parler de l'organisation. On a déplacé un bunker à Bata. C'est terrible. C'est comme si ce n'était pas des Sénégalais qui venaient jouer. Des joueurs, tout simplement. J'ai été témoin de scènes qui sont frustrantes. Un supporter qui brade la forêt équatoriale du Cameroun jusqu'à Bata, qui voulait prendre une photo avec un joueur sénégalais. Un lieutenant ou je ne sais pas moi, un élément de la police qui n'était même pas dans sa juridiction, parce que n'étant pas au Sénégal, ni dans l'ambassade du Sénégal, se permettent d'arracher l'appareil de ce jeune. J'avais mal au cœur. Celui-là, il est venu. Tout ce qu'il avait, c'est comme plaisir, c'est de s'approcher de ce joueur. Après la séance d'entraînement, de prendre une photo. Mais on a placé les joueurs dans une sphère. Je pense que le prochain entraîneur doit savoir redescendre sur terre. Mais vieux, est-ce qu'on pouvait faire autrement aussi par rapport à la concentration de l'équipe, des joueurs? Est-ce que l'hôtel devait être facile d'accès? C'est vrai qu'effectivement, il y avait une sécurité énorme. On a vu, moi je suis allé à l'entraînement des Zambiens, c'était pas du tout le même dispositif. Mais est-ce qu'on pouvait laisser aussi un certain désordre ou un certain laisser-aller pour faciliter la performance des joueurs? Mais enfin, tout ce désordre, c'est pas les Ghanéens qui l'ont, c'est pas les Gabonais, c'est pas les Équato-Guinéens, c'est des Sénégalais. C'est la pléthore de la délégation qui est à l'origine. Toute la fédération était là-bas. Toute la fédération sénégalaise, les ligues régionales et tout le monde. Il y avait quoi? Tout le ministère était là-bas également. Et ils sont dans pratiquement... tous presque dans le même hôtel. J'ai eu des échos par rapport aux conditions des joueurs. Et certains joueurs se plaignaient de l'exiguïté. Ils étaient comme dans une prison. Tout à fait. L'hôtel, c'était pas le... Je crois qu'il n'y avait qu'un seul étage qui leur était réservé. Absolument. Il fallait qu'ils mangent à une certaine heure, donc ils n'avaient pas libre mouvement. Voilà, je vais revenir à Augustin et à la fédération sénégalaise. C'est un appel que je lance. C'est un constat que je fais. Je participe parce que moi je dis que il faut tirer un bilan et avancer. Ce qu'il doit dire, je sais que c'est quelqu'un de très compétent, c'est quelqu'un de très futuriste. Je lui aurais conseillé de revoir l'organisation de la fédération. La fédération, c'est devenu quoi? Une assemblée? Non, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas être qu'une assemblée. Ça devrait être quoi? Une administration forte. À l'image des fédérations que nous avons dans le monde, un peu partout. Il y a les élus, mais il y a également les employés de la fédération. Ceux qui sont là pour le travail administratif de la fédération et exclusivement pour ça. Moi, je viens
du Coton Sport de Tambacounda, j'ai un mandat électif. Je viens, Augustin, je me dis, il ne peut rien faire contre moi. Je suis élu au même titre que lui. Mais si par exemple j'étais l'employé de la fédération, s'il me donne des instructions, je l'aurais fait. Je pense que je jette cette... Avec des obligations de résultats. Voilà, je jette cela dans la corbeille et qu'on soit beaucoup plus professionnel dans la gestion. Alors, Vieux, je pense que pour les aspects techniques, il faudra à un moment ou un autre que le staff qui a été peut-être démis puisse quand même se faire face aux médias, que ce soit Amara Traoré, Ablaye Sarr, parce qu'on a aussi besoin d'explications techniques. Maintenant, pour se projeter rapidement sur le futur, est-ce que le Sénégal va se remettre de cet échec? Parce que les échéances approchent à grands pas. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, on est en train de négliger une compétition qui aurait pu nous aider d'entrer de plein pied dans l'avenir. C'est, je veux dire, les Olympiques. Tout le monde passe sous silence le match important qui nous attend. On est à un pas des Jeux Olympiques. Vous imaginez ce que ça représente pour le sport du Sénégal. Et même pour le CNOS, si l'équipe de football se qualifie, c'est différent que quand un athlète se qualifie. Même dans la taille de la délégation qui doit se rendre à Londres, c'est déterminant. Et je pense qu'on doit se focaliser sur cela. Cette équipe espoir qui dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, va aller disputer son dernier match pour se qualifier. On n'en parle pas. On se consacre. Bon, en même temps, on a pas mal de joueurs qui faisaient partie de l'équipe olympique qui ont été appelés pour jouer le match contre l'Afrique du Sud. C'est peut-être un appel du pied là aussi. Et c'est tout au mérite des entraîneurs qui ont été mis en place parce que c'est le staff des espoirs qu'on a pris comme intérimaire. Donc moi, si il m'était donné de tirer un bilan, je dirais que au Sénégal, on ne voit pas souvent, ou bien on refuse de s'accorder sur le fait qu'il y a 3 dimensions à prendre en compte. Il y a la dimension formation, il y a la dimension infrastructure, mais également il y a la dimension compétition. Mais ici, on passe souvent à la dimension compétition en passant sous silence en omettant les autres aspects. Dimensions. Très bien. Il faut harmoniser ces triptyques pour qu'on puisse arriver à Très bien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle que donc, nous avons vécu ensemble cette CAN. Dans la République démocratique du Gondwana. Tout à fait. À Bata et à Libreville. Vous êtes également vice-président de la NTS. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les mercredis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir. ATPS vous a offert votre magazine Parlons Foot. Yes, Café Musique saison 2, c'est parti sur TFM tous les vendredis à 22h. It's FM ci Café Musique ak Babacar Fall. mbokk yi Café Musique àjjuma di jot bu 10h ci guddi jotee saison 2 ba nekk noonu da ngeen jëf. xam ngeen ni atu lëmm ba teg tuuti ñu ngi ànd ak yéen ci kàttanu yàlla mu doon saison 1 ñu fas yéene tey nag ci mbaaxu yàlla tàmbali saison 2 grand place bi dañ ko dénaturé